Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 9 novembre. Aujourd'hui, vous le voyez à l'image, 2 salles, 2 ambiances. Et on commence avec vous, Mathieu Boraro, Didier Noireau. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. On est très honorés. Avec vous, on va plonger sous la mer et dans le lac. On va parler plongée et exploration sous-marine. On est ravis de vous avoir tout ça parce qu'il y aura un événement qui aura lieu ce week-end du côté de l'usine à gaz. Ça s'appelle Dive Tech. Et on plonge. Ensuite, pour la deuxième partie, on parle musique avec la Guggen Music. Et vous, mesdames, une Guggen 100% féminine intitulée Los Pepinos qui célèbre ses 30 ans. On se réjouit de vous retrouver, vous êtes prêtes ? Oui. Avec des nouveaux costumes, on en parlera tout à l'heure. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Où es-tu ? Coucou Andrea, regarde, je suis à la patinoire de Nyon, patinoire qui vient d'ouvrir depuis ce week-end. Alors du coup, seront proposés des cours de hockey, des cours de patinage artistique et puis bien sûr du tourisme sur cette patinoire. Donc, et regarde, je suis bien accompagné parce qu'à l'occasion de la journée des métiers, il y a une belle brochette d'enfants, voilà, qui me font coucou, qui sont avec nous et qui vont vivre cette journée. Alors, je suis avec Chiara, Louis, Jaden, Evan, Jack, Lucas. Voilà, donc 6 enfants et surtout avec Nicolas Cotier. Bonjour. Nicolas. Alors Nicolas, responsable des entraîneurs au HC Nyon et puis qui donne des cours aussi sur cette patinoire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, Nicolas, aujourd'hui ? Alors, j'ai eu un petit peu d'initiation de hockey, donc un petit peu de patinage avec le puck. Et on va finir avec un petit match. Ouais, vous vous réjouissez les enfants ? Oui, ils disent oui. Alors c'est parti, allez-y, en piste, on y va. Let's go. Let's go, sur la glace. Voilà Andrea, ils vont s'entraîner et puis on se retrouve juste après pour les premiers pas sur la glace. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et on vous parle à présent exploration sous-marine avec la 4e édition du Dive Tech qui se tiendra les 10 et 11 novembre prochains du côté de l'usine à gaz. Didier Noireau, bonjour. Vous êtes réalisateur, cinéaste des océans. Mathieu Boraro, bonjour. Vous êtes photographe sous-marin. On est ravis de vous avoir. 2 passions, surtout une passion qui vous unit ici. Alors déjà avec une belle bête, présentez-la nous. Alors ça c'est un caisson sous-marin en fait qui permet de garder le boîtier photo au sec. À cela on ajoute donc de l'éclairage parce que plus on descend en profondeur, moins on a de lumière et plus on perd en couleur. Du coup le plus gros défi c'est de garder une bonne luminosité ou en tout cas d'avoir de la lumière pour éclairer les sujets. Voilà. Didier Noireau, vous êtes un passionné de plongée sous-marine, 44 ans à votre actif, voire même plus. On vous connaît pour avoir été sous la houppe du commandant Cousteau, une aventure qui aura duré 12 ans. Racontez-nous, comment est-ce que tout a commencé, cette belle histoire ? Tout a commencé, j'ai commencé comme moniteur de plongée au Club Méditerranée. Et puis, il y avait un labo photo, quelqu'un qui s'occupait de développer les diapositives couleurs et d'enseigner la photo sous-marine aux clients. J'ai donc fait ça pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, j'ai envoyé 40 duplicata de diapositives. La photo digitale n'existait pas, hein, on est en 85. Et une cassette vidéo de 10 minutes, j'ai envoyé ça au commandant Cousteau en lui disant « Vous avez besoin de moi ». Et il en a eu, ça a Et commencé. il a répondu, il a dit « Écoutez, venez nous voir ». Et donc, je suis allé, en rentrant des Maldives, ma dernière saison, je suis allé le voir et il m'a dit « Quand est-ce que vous pouvez partir ?» Je lui ai répondu « Hier ». Il m'a dit « Vous partez demain ». C'était la bonne réponse. Affaire réglée. J'aimerais savoir, Didier, qu'est-ce qui vous passionne tant dans ce milieu ? Alors, on l'imagine, hein, toujours quand on voit ces images, c'est toujours assez surréaliste, surprenant. Ça nous prend, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Mais vous, pourquoi ? J'ai toujours aimé la mer, donc voilà. J'ai habité en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pendant des années. Et je savais qu'il fallait que je fasse ma vie avec la mer, voire dans la mer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté dans ma passion et j'ai toujours été en paix. C'est formidable d'être en mer. On n'entend pas on n'entend pas la bêtise humaine. On est avec les animaux. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun animal de dangereux, que ce soit le plus grand des requins blancs ou les crocodiles ou ce que vous voulez. Et donc, voilà, j'ai vécu et je vis encore avec la mer.
Ouais, j'imagine que ça donne pas mal d'anecdotes à raconter. On va y revenir d'ici quelques instants. Mathieu, j'imagine que c'est des mots qui résonnent chez vous. C'est une passion qui a commencé notamment avec votre papa. Mais vous, la première fois que vous avez plongé, c'était dans le lac de chez nous, le lac Léman. Oui, tout à fait. En fait, j'ai baigné très jeune grâce aux images de Didier en regardant les émissions Cousteau avec mon père et mon frère. Puis par la suite, mon père faisant de la plongée, il nous a initiés avec mon petit frère. Et c'est vrai que j'ai jamais arrêté. J'en ai fait aussi mon métier pendant 3 ans, donc de 2017 à 2020, en tant qu'instructeur de plongée en Indonésie et à Malte. Et c'est en 2011 que j'ai commencé la photo sous-marine et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais, en fait, je me suis jamais senti légitime de faire une exposition. Et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir exposer dans ma ville natale pour ce Dive Tech Event. Et je remercie infiniment Nico Grandjean et puis le comité de me donner cette chance. Ouais, j'aimerais parler un petit peu de ces sensations dont parlait Didier tout à l'heure. Ce sentiment de paix, vous l'avez aussi sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe au moment de plonger? Parce que c'est 2 métiers. Hein. Il y a le métier finalement de la plongée, celle de faire les photos. C'est 2 univers, 3 univers même avec l'environnement sous l'eau. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut un peu comparer la plongée sous-marine à une forme de méditation. Mon job principal, c'est éducateur spécialisé. Et dernièrement, j'ai mené un projet avec un adolescent en utilisant le support de la plongée sous-marine pour l'apaiser, pour un petit peu l'aider à pallier à ses problèmes d'hyperactivité et d'inattention. Et c'est vrai que c'est vraiment un vecteur puissant. Sous l'eau, on est vraiment immergé. Et tous les parasites du monde terrestre, ou les bruits, oui, on voit justement stress, là à l'image vos photos. Est-ce qu'on peut peut-être les commenter ensemble? Alors en fait, pour cet événement, on a décidé de faire une sélection plutôt épave. Parce que c'est vrai, la photo sous-marine, c'est très large. Hein. Il y a la faune, la flore, les épaves, les paysages sous-marins. Donc c'est plutôt principalement des épaves qui se situent dans la zone des 60-70 mètres de fond, donc qui ne sont pas forcément accessibles par tout plongeur. Il faut qu'on plonge avec des gaz et puis des mélanges spéciaux. Et puis, comme vous pouvez le voir, les photos sont relativement bleutées parce que plus on descend, moins il y a de luminosité et plus les couleurs s'atténuent. Ouais, au moment de plonger sous l'eau, qu'est-ce que vous préparez? Au moment de plonger, bonne question. En fait, ça devient... ça, c'était l'été passé, donc je plongeais tous les jours. Donc en fait, ça devenait plutôt une habitude, mais on a des petits rituels. Enlever la buée du masque en mettant du dentifrice ou on utilise aussi du savon pour se laver les mains, du liquide vaisselle. Bien vérifier que le caisson photo est fermé, parce que s'il est ouvert, on noie le boîtier. Et puis voilà, on check effectivement que tout est prêt afin de pouvoir se concentrer plutôt sur les prises de vue ensuite sous l'eau, quoi. Didier Noireau, Mathieu en parlait tout à l'heure, hein, vous êtes connu notamment du côté de la BBC, Géographique, également Netflix, plusieurs reportages, plusieurs documentaires, toujours dans l'univers marin. On a vu ces images tout à l'heure, mais je sais que vous êtes aussi finalement quelqu'un d'engagé. Vous cherchez quoi quand vous allez sous l'eau exactement? Je veux être le témoin d'une vie qui est formidable et qui est en train de disparaître, pas partout, parce que je me suis rendu compte que là où on protège, la vie revient. Donc il suffirait de pas grand-chose pour éviter que tout disparaisse et que tout foute le camp. Et malheureusement, j'ai l'impression que l'homme n'est pas assez intelligent pour vraiment prendre des mesures. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de protéger. Ouais. On arrête la pêche, on arrête les filets qui ramassent tout. Il y a un massacre de dauphins sur la côte atlantique, c'est aberrant. En plus, la pêche en Europe, elle est financée par l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe finance des instruments qui permettent la destruction du milieu. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, vous avez la sensation que les gens ont conscience justement de l'enjeu qui est en train de se passer, parce qu'on en parle beaucoup, hein, que ce soit la question environnement, le politique qui commence à se mettre en place, mais on dit que ça va toujours trop long. Vous attendez quoi aussi de ces différents univers-là? Ça n'avance pas. On est dans une bureaucratie et puis c'est une économie à court terme au lieu de penser sur le long terme. C'est-à-dire à court terme, on satisfait les pêcheurs, on prend des poissons, mais on ne pense pas sur le long terme. Et il faut qu'on pense sur le long terme. Sinon, on va laisser quoi aux jeunes?
Ouais, ce qui est très intéressant, Didier Noireau, avec votre travail, si on prend par exemple l'exemple des 50 nuances de requin, c'est que vous aimez aussi nous accompagner dans notre regard, le regard qu'on porte sur l'univers marin. On sait qu'on est tous probablement toujours inquiets quand il y a un requin ou pas, mais vous tendez à changer notre regard. Ça passe par quoi? Ah ben, il n'y a rien de dangereux en mer, je confirme. J'ai jamais été inquiété par des requins, que ce soit des requins tigres, des requins taureaux, des requins blancs. J'ai jamais été inquiété une seule fois. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'accident de plongée sur des plongeurs en plongée avec des requins. Il y a avec des chasseurs sous-marins qui ont un poisson qui saigne à la ceinture. Donc le requin, il est attiré par le sang, il va mordre. Les surfeurs aussi, ils sont pris pour des tortues vues d'en dessous. Donc le requin chasse, il mord, il se rend compte, il dit c'est pas bon ça. Donc trop tard, l'hémorragie elle est là. Ouais. Donc les gens ne sont jamais mangés, ils saignent, ils se vident à cause d'une hémorragie. Voilà. Donc on peut y aller, il n'y a rien de dangereux en mer. Avec une connaissance forcément que vous avez, Didier Noireau, votre plus beau souvenir sous l'eau, c'est lequel? Ah, alors là, j'en ai plusieurs. Je dois reconnaître que l'Antarctique, ça m'a marqué. J'y suis allé 3 fois pendant 3 mois. Et j'ai fait notamment un camp sur la banquise pendant 24 jours. C'était pour Frozen Planet 2 de la BBC. Et on est resté donc 24 jours en tente de camping pour faire des séquences sur les phoques de Weddell et les manchots empereurs à Cape Washington, à 400 km au nord de la base américaine de McMurdo. Et là, c'était formidable, parce que d'abord, j'avais en permanence des manchots autour de moi, autour de la tente. Ils avaient eu domicile ici, donc ils chantaient. Alors, comme on est en régime 24 heures de jour, ils étaient là tout le temps et ils chantaient tout le temps. C'est-à-dire nuit et jour, mais c'est toujours le jour. Donc, j'avais ça au-dessus, et à travers l'oreiller, la glace, 2 mètres de banquise, j'entendais les phoques de Weddell qui chantaient sous la glace, 500, 600 mètres en profondeur. Comme ça. À droite, les manchots, à gauche, les phoques. Inoubliable. Ouais. Pas facile, le tournage, parce que c'est quand même 24 jours dans le froid. Ouais, avec dans des conditions forcément. Vous ouvrez un énorme congélateur où il fait moins 18, vous rentrez dedans, vous ressortez 24 jours après. Ouais. Mathieu Boraro, on a entendu Didier dire vous êtes cette nouvelle génération aussi, celle à qui il faut peut-être changer les mentalités. Vous sentez que vous avez une responsabilité, en tout cas, vous le cherchez à travers votre métier aujourd'hui? Oui, après, c'est vrai que la question écologique, elle est délicate. C'est compliqué on va dire, d'être irréprochable sur tous les tableaux. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi d'incohérences avec le greenwashing. Avec les moyens de transport, le tourisme. C'est vrai, quand on est plongeur, on est amené à voyager. On a un impact forcément aussi sur ces océans. Complètement. Et ou sur ces lacs. C'est sûr. Du coup, je fais de mon mieux, mais je pense que je ne suis pas la personne qui est la plus active à ce niveau-là. Je suis vraiment passionné aussi par le monde marin. Je fais un peu moins de photos bio que Didier. J'ai pas du tout le même cursus, la même expérience à ce niveau-là. Mais c'est vrai que de nager avec un requin, on se dit mais ça peut pas s'arrêter. On peut pas laisser le monde marin mourir. C'est un moment tellement magique que c'est clair que. Ouais, il y a quelque chose. En tout cas, c'est très joli quand on vous entend parler. On voit justement ces étoiles qui brillent dans vos yeux. On était ravis de vous avoir, Didier Noireau, Mathieu Boraro. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Si le sujet vous passionne, donc n'hésitez pas à passer ce week-end du côté de l'usine à gaz pour la 4e édition du Dive Tech. Ça aura lieu à Nyon les 10 et 11 novembre. Merci beaucoup, messieurs. Très belle journée à vous. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Donc, ça glisse du côté de la patinoire et sous les applaudissements de la Gougaune. Oui, on peut le dire. Oui, et regarde, ça y est, ils sont tous en piste, ils sont tous alignés, ils se tiennent sages, parce que du coup, on va commencer le cours avec vous, Nicolas Cotier. Alors, comment est-ce qu'on coach des enfants qui n'ont peut-être pas spécialement déjà patiné ou qui n'ont jamais fait de hockey? C'est quoi les bases? Alors, il faut savoir. La première chose, c'est déjà les patins, d'avoir des patins bien serrés pour pas avoir les chevilles qui se cassent, qui partent à gauche ou à droite. Donc, bien serrer les lacets. La deuxième,
d'avoir une canne à la bonne hauteur. Une canne trop courte, ça veut dire que le joueur sera plié en deux, donc pas à l'aise pour jouer. Et puis ensuite, d'avoir une bonne position, donc d'être stable sur la glace, bien plier les genoux pour essayer d'être le plus stable possible. Alors, les premiers échanges, comment on fait? Premiers échanges, hein. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour manipuler la canne et puis s'échanger le puck? Position de base au niveau de la canne de hockey, la canne, quand on la tient à deux mains, c'est la largeur des épaules. Hein? Quand je plie les genoux, faut être stable et puis pas avoir la main trop basse, c'est être plié justement en deux ou la main trop haute et je suis droit comme un i. Donc vraiment d'être le plus stable possible avec les cannes. OK? Et puis pour les passes, on se met deux par deux pour des passes, l'un en face de l'autre et on vise la canne, je passe vers vous pour corriger un peu le mouvement. OK? Mettez-vous en place deux par deux. Comme vous disiez avant. Voilà. Voilà, tout le monde Allez, pas trop loin, pas trop loin. Hop, mets-toi là. Là-bas, là-bas. Vers le puck, vers le puck. Voilà. Mets-toi ici, là. Voilà. OK. Là, la main. Par-dessus. Voilà. Pas dessus, dessus. Comme ça. OK, on aspire le puck et on regarde, on fait la passe sur la canne. On amène le puck derrière, passe sur la canne. On regarde où tu fais la passe. OK. Allez, les suivants. Tu vois ça, hop. Amène le puck plus derrière. Voilà, regarde et passe sur la canne. Je rappelle un premier cours de hockey sur glace pour les 6 jeunes de la journée des métiers qui sont ici coachés par le HC Nyon sur cette patinoire de Nyon. Voilà, les premiers échanges. Est-ce que ça va ce que vous voyez pour l'instant, Nicolas? Oui, ça va pour une première, pour des joueurs qui n'ont jamais fait de hockey. Il y a comme des choses intéressantes. Bien sûr, c'est la première fois, donc là, ils doivent apprendre des patins, apprendre la canne, apprendre le puck. Il y a beaucoup d'informations en un coup. Mais à force de travailler, c'est comme ça qu'on apprend à faire un sport. Alors, les cours, justement, un petit mot, Nicolas Cotier, les cours que vous donnez sur cette patinoire de Nyon qui a ouvert le week-end dernier, ça se passe quand? C'est pour quels âges? C'est pour qui? Dites-nous tout. Alors, on prend les enfants à partir de 5 ans pour l'école de hockey, donc des enfants de 5-6 ans qui ont cours le samedi matin à 9 h. Où d'ailleurs, il nous reste beaucoup de place pour les jeunes. Donc, j'encourage à venir, à tester. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire, tout à fait. On a encore de la place, en tout cas pour une bonne dizaine de joueurs. Donc, ils sont les bienvenus. Et ensuite, après, on a une équipe de moins de 9 ans qui s'entraînent le lundi et le samedi à 10 h. Les moins de 11 ans le mardi et le samedi à 11h30. Et les moins de 13 et 15 ans qui sont mélangés ensemble, qui s'entraînent le mercredi et le samedi à midi. Et tout ça avec le HC Nyon et aussi le patinage artistique aussi, parce qu'il n'y a pas que du hockey. Exact. On a aussi le patinage artistique qui a lieu le dimanche matin, si je ne dis pas de bêtises, de 9 h à midi, avec 4 catégories, avec beaucoup de patineurs et patineuses. Donc, c'est ouvert aux garçons et aux filles. Et ben voilà. C'est un joli sport, très intéressant. Si on veut s'essayer, du coup, il y a cette patinoire de Nyon. Bon, du coup, pendant que je patine et que je filme en même temps, chose que j'ai fait très rarement dans ma vie, voilà, on va commencer un match, on va faire 2 équipes, on se lance dans le match, Andrea, enfin pas moi, les enfants, parce que moi je filme, et puis on se retrouve après pour le résultat. À tout de suite. À tout à l'heure, Alexandre. En tout cas, je parie que c'est l'équipe dans laquelle tu n'es pas qui va gagner. À tout à l'heure. À présent, musique avec la Guggen Los Pepinos. Mesdames, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Une Guggen 100% féminine qui célèbre ses 30 ans ce week-end, les 10 et 11 novembre. Mesdames, on est ravis de vous avoir. Mireille, Lynn et Véronique, bonjour. Bonjour. Bienvenue en costume, s'il vous plaît, parce que c'est un peu la dernière fois que vous portez justement ces costumes. On va en parler. Cette Guggen, elle est née il y a plus de 30 ans. J'aimerais savoir, Mireille, comment est-ce que tout a commencé, cette aventure de la Guggen Los Pepinos? Alors, la Guggen a été lancée au mois de janvier 1993 au Café de la Gare à Gimel. On était à un souper de cagnotte. Christine Blanchard, une des anciennes membres, a lancé comme quoi elle aimerait créer un groupe de musique, puisqu'il y a eu le carnaval une année avant qu'il s'est lancé. Et on était 8 à table, on a dit on y va, on fait. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ouais, Guggen 100% féminine, pourquoi?
parce que nos hommes, ils avaient déjà pas mal de choses, entre le foot, le conseil, les contemporains, ils étaient bien occupés. Et nous, on avait aussi besoin de quelque chose que pour nous. Ouais, j'aimerais savoir, Lynn, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre justement l'aventure et puis finalement cette famille qu'aujourd'hui est devenue? La musique, la convivialité. C'est vrai que les Guggen, je les entendais dans les girondes, dans les fêtes ou dans le carnaval. Et c'est vrai que ça me plaisait bien. Puis je me suis lancée. Ouais. Et j'ai été très, très bien accueillie avec toute l'équipe. C'était très sympa. Alors, on va voir justement quelques images. Voilà, les voilà à l'écran. Véronique, elle a quoi de différent selon vous, cette Guggen 100% féminine, mais quoi d'autre? Ben voilà, nous, j'étais avec une copine, on s'est dit, allez hop, il faut absolument qu'on s'y mette, parce que le fait d'aller faire la fête, d'aller s'amuser, danser, et puis sortir, quoi. Rien que sortir entre copines. Voilà. Ouais. Et tout ça en musique, et ça fait du bien. Alors, je crois que vous, vous jouez de la grosse caisse. C'est ça. C'est l'instrument qui vous a choisi ou c'est l'inverse? Alors, au départ, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Et puis, du coup, je me suis mis aux cloches. Et les cloches, j'ai fait 1 heure de cloches. Et le jeudi d'après, à la répétition, la présidente, Mireille, me dit « Véronique, est-ce que ça ne te dirait pas de passer à la grosse caisse? Parce qu'on n'a plus de grosse caisse. » Puis, étant donné que souffler, voilà, ça me disait trop rien. Au départ, je me suis dit, allez, je vais aller à la batterie. Puis maintenant, quand je vois la batterie, non, je me dis que ça me va très bien. L'instrument qui était fait pour vous, Lynn, à la trompette, s'il vous plaît. Mais de vos petites mains, c'est aussi à vous que l'on doit ces costumes. Justement, ils sont très attendus pour les 30 ans. Alors, on sait que c'est gardé surprise, mais là, le costume, quand même, c'est l'identité d'une Guggen. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire, justement, au travers de ces costumes? Parce que là, quand même, rose et noir, c'est une sacrée identité. Oui, c'est sûr, mais pardon. Le fait de changer aussi les couleurs, de changer de forme, de changer d'identité, entre parenthèses, d'identité visuelle, parce que l'identité de la Guggen restera toujours la Guggen féminine. Ouais. Mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir donner une touche différente. Alors, on aura eu quelques indices, changement de couleur, de forme, on n'en saura pas plus. À voir et à vérifier ce week-end du côté de Gimel les 10 et 11 novembre. Pour ces 30 ans, justement, Mireille, tout un programme de fête, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une grande fierté, parce que j'étais là depuis le début. J'y suis encore et j'aimerais que ça continue encore des années, mais une grande famille, une grande amitié avec toutes les personnes qui ont passé... des personnes qui ne jouent plus avec nous, mais qu'on a toujours gardé certaines des contacts. Et c'est vrai, une amitié qu'on ne peut pas imaginer. C'est grandiose, quoi. Ouais, comment vous arrivez justement aujourd'hui à tenir cet engouement? Parce qu'on sait que, notamment du côté des différentes collectivités, associations dans la région, les gens souvent font plein de choses, ils tendent à partir, ils reviennent. Est-ce que c'est la même chose chez vous, ou vous arrivez à avoir finalement vos fervents adeptes qui sont toujours là? Alors, on a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. C'est des montagnes russes. Hein. Une société, ça ne peut jamais avoir tant de membres tout le temps. Mais on recrute, on met les instruments à disposition. Donc, on apprend aux gens à jouer. Lynn et Véronique n'ont jamais joué d'instrument avant. On leur a appris à jouer. Et elles se débrouillent très bien, même super bien. Et voilà, tout le monde est les bienvenus, ceux-là qui veulent venir faire un peu de fête avec nous, les carnavals, les girons. C'est vrai que c'est une chance assez extraordinaire, hein, ne jamais avoir joué d'instrument. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la maison et tout à coup l'avoir dans les mains. Votre première fois, c'était comment? C'est clair que ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, j'ai jamais joué d'instrument, si ce n'est que de la flûte quand j'étais toute petite. Mais oui, j'ai pas pris de cours, donc c'est vrai que pour moi, c'est ce qui me retenait au départ. Et puis après, elles ont dit, c'est pas obligé de savoir jouer, on t'apprend à jouer, et puis on te montre, on te guide, voilà. Donc,
on n'a qu'à venir et puis tester et puis s'amuser. Ouais. Lynn, c'est combien d'heures d'instruments aujourd'hui que vous jouez par semaine, par mois, je ne sais pas. Est-ce que vous arrivez à les compter ou ça ne se compte plus? Parce que quand on aime, on ne compte pas, on le sait. 2 heures le jeudi pour la répétition. C'est vrai que je ne suis pas assidue à la maison, mais autrement, je joue aux répétitions. Et puis on aura la joie de vous retrouver donc ce week-end. C'est quoi le programme, Mireille? Alors, vendredi soir, on a un souper de soutien où nous, on va jouer un petit moment, où il y aura aussi un bar ambiance. Et samedi, c'est la grosse fête avec 4 Guggen Music invités. Il y en a une du Vuy, une du Valais, une de Neuchâtel et une d'Orbe. Vraiment une grande fête et puis l'inauguration de nos nouveaux costumes. Et ça promet. Et puis on m'a même soufflé que c'était Lynn qui allait être à l'avant du cortège pour dévoiler ces beaux costumes. On se réjouit en tout cas de vous retrouver. On sent aussi votre joie et votre passion. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir représenté fièrement ces couleurs de Los Pepinos à découvrir et à entendre ou même redécouvrir ce week-end du côté de Gimel les 10 et 11 novembre. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Donc, qui gagne pour l'instant? Eh bien, écoute, je crois que c'est un 2-1 qui vient de s'effectuer. Juste avant qu'on prenne l'antenne, 2-1, donc voilà, les enfants de la journée des métiers Alors, reste debout, qui se donnent à fond. Alors Nicolas, allez, engagement. Allez, on est prêt, let's go. Voilà, ouais, ça y est. Donc, tu vois, tout à l'heure, ils étaient sages, Andrea, et personne ne tombait. Là, ça joue agressif. Nicolas, est-ce qu'on va commenter ce match? Qu'est-ce qu'on voit depuis tout à l'heure? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous êtes fiers de votre coaching? Alors oui, il y a une chose qui se passe bien. On voit déjà qu'il y a plus chez l'équipe en noir. Il y a 2-3 passes qui se font. Là, attention, ouais, la belle passe. Ah, dommage. Donc oui, on voit que les 2-3 petites passes qu'on a fait avant, ils jouent collectif. C'est ce qu'on veut voir. Bon, après... On veut voir des joueurs debout aussi. Non, mais alors, par contre, c'est quand même l'aisance qu'ils ont à jouer. Moi, si c'est mon premier cours de hockey, je suis pas sûr de jouer comme ça. Ça se passe toujours comme ça avec les enfants? Ah, les premiers cours, oui, parce qu'ils veulent absolument mettre des goals avec ce puck. Ils s'en foutent s'ils tombent 25 fois, ils vont se relever et continuer à jouer. C'est ce qui est beau, quoi. Et ils ont le sourire. Ils ont le sourire. Effectivement. Bon, alors, voilà. On va dire que c'est une fin de match. Je crois que je ne vais pas arriver à les arrêter. Andrea, venez avec moi, les enfants. Venez. Venez vers moi. Voilà, qu'on fasse un petit bilan. On vient là. Venez là. On aura compris, donc 2-1. Voilà. Alors, qu'est-ce que Chiara a pensé de cette initiation au hockey sur glace? C'est assez dur. C'est bien. J'aime bien. Ouais. Ça t'a plu? Est-ce que ça a plu à Louis? Ouais, c'est bien, mais faut bien tenir en équilibre pour pas tomber. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non, c'est pas. Bon, et Lucas, il en pense quoi? C'est bien, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais c'est un peu compliqué aussi. Et puis, toi, Jack, on t'a vu tomber 2-3 fois quand même. Hein? Oui, c'était très dur à rester équilibré. Mais ça t'a pas fait peur? Bon, très bien. Et Jayden? C'était bien. Bien aussi. Est-ce que Nicolas était un bon coach? Oui. Super. Evan, toi, on t'a vu passer d'un côté à l'autre de la patinoire et puis mettre des goals. Ça y est, déjà. Bah, j'essaie de la faire le plus possible, mais Nicolas, je trouve que c'est un bon coach et puis je me suis bien amusée et puis voilà quoi. Et ben voilà. Bon, Nicolas, je crois que mission accomplie. Tout le monde s'est amusé. Voilà. Le principal du hockey, c'est d'avoir plaisir sur la glace. Et ben voilà, les patinoires donc de la région sont ouvertes. Cette patinoire de Nyon, effectivement, mais aussi la patinoire à Gland, aussi à Copé, et je suis sûr dans d'autres communes de la région. C'est la saison du patinage. Andrea, increvable, ces enfants de la journée des métiers. Increvable. Oui, increvable, Alexandre. C'est toi qui vas passer une bonne nuit de sommeil. Super Alexandre, super papa qui a retenu tous les prénoms des enfants cette journée, oser tous les métiers. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Belle suite de programme. On se retrouve à partir de lundi.